le temps près de chez vous, c'est la météo sur France 3 avec Adria Mutuelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20. À la une du journal national, les émotions et les questions au premier jour du procès concernant la tempête Xynthia de 2010. 29 personnes avaient péri à La Faute-sur-Mer. La conférence internationale sur l'Irak se tenait aujourd'hui à Paris. La France promet de participer à la lutte contre l'État islamique. 2 avions Rafale ont d'ailleurs effectué des reconnaissances ce matin. Nous allons bien sûr commencer avec l'actualité régionale. L'aéroport de Marseille-Provence, bloqué par la grève d'Air France, suivi ici à 70% et journée pire en perspective demain et mercredi. Les sénatoriales, nous suivrons la campagne de Stéphane Ravier, maire d'arrondissement à Marseille, qui surfe sur les excellents résultats des municipales et pourrait bien entrer au Luxembourg. Et puis l'assainissement, un casse-tête pour un tiers des maisons en milieu rural. Elles ne sont pas aux normes, les travaux coûtent cher. Et à Man, vous le verrez, on teste les produits phyto pour assainir les rejets d'eau usée. Mais nous allons commencer ce journal par une chasse aux serpents à Marseille. Cela fait 4 jours qu'un parc est fermé, mais que l'on ne trouve rien, malgré plusieurs signalements d'un cobra sur les traces du reptile. Noémie Dahan et Ludovic Moreau. Fourche à la main, rien n'échappe à la vigilance des marins-pompiers. Dans le parc de la colline Puget de Marseille, ils inspectent chaque recoin. On essaye de balayer tout simplement tout le parc en essayant de trouver des trous où il aurait pu s'enterrer et faire son cocon dedans. Voilà, il n'y a pas d'autres moyens ou d'autres techniques particulières si ce n'est chercher à la main et essayer de trouver un endroit qui pourrait correspondre à un lieu potentiel pour lui pour survivre. Équipés de gants et de lassos, ils descendent même dans les puits. Depuis 3 jours, le plus vieux jardin de la ville est fermé. Un cobra aurait été vu par un promeneur. Mieux, il aurait même envoyé sa photo au service de la ville. C'est la photo qui a été remise aux gardiennes du parc vendredi. Évidemment, il est difficile de l'authentifier véritablement. Est-ce que véritablement ça a été pris dans le parc? Et puis alors savoir si c'est un cobra ou pas. Ce cliché, nous l'avons montré à une spécialiste des reptiles. Coralie Lacroix les soigne aux eaux de la Barbaine. Donc là, quand vous voyez la photo, ça vous fait penser à quoi? Un serpent plastique. Alors si c'est un cobra, oui, effectivement, ça peut être dangereux. Après, il ne faut pas trop s'affoler non plus. Il faut savoir que les serpents, les reptiles en général, ont plus peur de nous que nous, on a peur d'eux. Ils vont avoir tendance à partir, à se cacher, à se mettre dans des trous ou dans les arbres. Il faudrait vraiment aller le déloger pour qu'il attaque. Le cobra baladeur pourrait être en réalité une couleuvre de Montpellier. La bête n'est pas venimeuse, mais par mesure de précaution, le parc reste fermé. Les battues reprendront dès demain, à moins qu'il ne s'agisse d'un canular et que l'on nous fasse avaler des couleuvres. C'est une grève jugée indécente par le leader de la CFDT. Les pilotes d'Air France sont pour moitié restés au sol aujourd'hui, jusqu'à 70% en Provence. Ils s'opposent au développement du low-cost qui aurait des conséquences sur leurs salaires et leurs horaires. Frédéric Renard et Emmanuel Zigny étaient ce matin à l'aéroport de Marseille-Provence. Des files d'attente, des couloirs déserts et des passagers désappointés. Beaucoup ont appris que la compagnie Air France était en grève en arrivant ici à Marignane. Notre avion était planifié. Arrivé à l'aéroport, l'avion a été annulé. Nous sommes allés voir Air France qui nous ont dit on vient de l'annuler. Ce qui fait que déjà un taxi pour 70 € et maintenant je fais la queue pour voir quelles sont les solutions qu'ils vont nous trouver et j'espère qu'ils en trouveront une. Mes rendez-vous sont demain, j'ai des rendez-vous le 18 et des rendez-vous le 20, dans des pays différents. Alors ça ne m'arrange pas beaucoup. Seulement 30% des vols Air France sont maintenus. La compagnie propose des solutions de départ, mais le problème des correspondances semble difficile à régler. Le problème en plus, c'est qu'on vient de nous éditer un billet où le vol qu'on lui propose, c'est pour aujourd'hui, mais il ne va pas y arriver. La grève bouscule les belles histoires, même les plus romantiques. Wajdi et Tania espèrent partir depuis ce matin en voyage de noces. On avait un vol à 9h30 et je suis toujours là. Là, on va essayer de se débrouiller à dormir dans un hôtel parce qu'on n'a pas de véhicule. On nous a amenés. Donc, le départ, il est pour quand? Pour demain à 6h30.
Voyage de noces. C'était un voyage de noces. On s'est mariés hier et voilà, on devait partir aujourd'hui. Mauvais départ, mais bon pour la suite. Ouais, bon pour la suite, j'espère. Hein. J'espère, hein, franchement. Merci. Dégoûté, mais bon. Les files d'attente s'allongent progressivement. Le syndicat des pilotes négocie toujours avec la direction. Ils promettent une paralysie totale de la compagnie à partir de mercredi. Un tiers des Français vivant en milieu rural ne sont pas raccordés au réseau public d'assainissement des canalisations. Souvent, leurs installations ne sont pas aux normes, un casse-tête dans les petites communes. Mais un programme européen, LIFE, propose à ces particuliers un système de phytoépuration. Exemple à Man, dans les Alpes de Haute-Provence. Véronique Bouvier, Léo Santofanti. Cela ressemble à des bassins végétalisés, plutôt agréables à l'œil. En fait, il s'agit bien d'un système d'épuration efficace à 95%, contre 50% pour une fosse septique. Le travail est fait par des bactéries. Le principe est très simple et très rustique. C'est en fait une succession de bacs étanches, drainés et remplis de granulats et de sable, et plantés. On parle de filtres plantés. Et en fait, on plante avec des roseaux et des plantes aquatiques. L'intérêt du système, c'est d'avoir quelque chose d'entièrement végétalisé et de se passer complètement des fosses septiques et donc de ne plus avoir de fosses à vidanger. Pas d'entretien, une bonne intégration paysagère, une durée de vie longue, le procédé a séduit ce particulier soucieux d'environnement. Par conviction déjà, parce qu'on trouvait que l'assainissement par les plantes était quelque chose qui se faisait très bien et qui était écologique, qui permettait de respecter le milieu naturel, puisqu'il y a très peu de rejets. Preuve de cette efficacité après traitement, il suffit de vérifier en prenant un peu d'eau. Là, voilà, nous avons l'eau qui sort de la filière après le traitement par les deux bassins. Donc on peut voir, rien que visuellement, on a une très bonne idée de la qualité de l'eau qui sort. Aujourd'hui, la communauté de communes de Haute-Provence espère convaincre de nouveaux habitants de passer à la phytoépuration. 700 d'entre eux ne sont toujours pas en règle. C'était une opportunité qui était innovante puisque ça existe pour le collectif. Beaucoup de communes ont des dispositifs par phytoépuration sur du collectif, mais pour les particuliers, ça n'existait pas encore. Et puis là, ça a été agréé, donc c'est vrai qu'on s'est lancé dans la démarche. C'est pas toujours facile à faire changer les habitudes, mais je pense qu'il faut aller dans ce sens-là pour initier justement le changement. Rappelons que l'aide de l'Europe pour ce projet est de 40%. De quoi séduire les derniers sceptiques. Dans 13 jours seront élus les sénateurs dans les préfectures par les grands électeurs bien sûr. Il y a 8 sièges dans les Bouches-du-Rhône. Et en orbite pour le Luxembourg, le maire Front National des 13 et 14e arrondissements de Marseille, Stéphane Ravier, qui surfe sur les excellents résultats du FN aux dernières municipales. Thierry Bézère et Sylvie Garat l'ont suivi en campagne. Pas de mélange. Une voiture de location pour le nouveau propriétaire de la mairie des 13-14 et l'un de ses adjoints en guise de chauffeur. On va essayer d'appuyer un peu. Stéphane Ravier quitte la ville pour la campagne, en quête d'une nouvelle écharpe, celle de sénateur. C'est agréable, on redécouvre le département, des paysages, ça fait du bien un peu de temps en temps de quitter Marseille. La tête de liste Front National a prévu de visiter 50 des 119 communes du département. Aujourd'hui, direction Jouques, un parcours du combattant. On a raté la sortie. C'est sûr? Allez, demi-tour. Allez. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, la mairie s'il vous plaît. Un peu plus haut sur la gauche. À 100 mètres sur la gauche. Super, merci beaucoup. Ben voilà. Jouques et ses 15 grands électeurs. Stéphane Ravier est accueilli par le maire sans étiquette, comme les autres candidats. Un maire qui ne souhaite pas la présence de notre caméra. Nous devinons que la discussion tourne autour de leur opposition commune à la métropole. Moi je suis contre cette métropole. Voilà, je suis le seul Marseillais qui soit contre et je viens leur faire savoir, je viens leur expliquer. À partir de là, c'est vrai que je reçois un accueil très positif. Retour à la mairie du 7e secteur, son fief. Les 20 conseillers municipaux marseillais Front National donnent à Stéphane Ravier la moitié des voix pour être élu au Sénat. Pour l'autre, les résultats des dernières élections confortent sa confiance. Donc elle doit être au 6e ou 8e. Avec l'accueil que je reçois dans toutes les communes, aux 4 coins du département, je sens bien qu'il y a un soutien. Ce sont des communes quand même où le Front National et le Rassemblement Bleu Marine réalisent 30, 35, 40, 45% des voix. Le palais du Luxembourg avant le palais Bourbon. Car Stéphane Ravier est déjà prêt pour une éventuelle élection législative partielle en cas d'éligibilité de Sylvie Andrieux. Une circonscription, à la différence du département, qu'il connaît comme sa poche.
Dans le Vaucluse, les pompiers disposent d'un caisson d'entraînement pour simuler les incendies urbains. C'est un outil nouveau qui permet de réagir ou de prévoir tout type de flamme. Démonstration aujourd'hui filmée pour la première fois par l'une de nos équipes, Frédéric Poré, Olivier Ducrot-Renaudin. Les pompiers ouvrent une porte d'appartement, une boule de flamme s'échappe du local. Quand on ouvre la porte, le rapport gaz-air fait que ça s'enflamme. L'air est vraiment l'ennemi des pompiers à ce niveau-là. Autre phénomène tout aussi spectaculaire, les fumées sous pression se mélangent à l'air à l'ouverture de la porte. La réaction est alors brutale. Voilà, ça c'est un backdraft. La vitesse de sortie, l'inflammation des fumées, le bruit. C'est typique du backdraft. Le caisson reproduit à l'identique les incendies urbains. Des palettes de bois brûlent dans une pièce fermée par une porte. À chacune des ouvertures, les pompiers sont confrontés à différents scénarios. Ils observent les flammes et les fumées pour apprendre à les reconnaître et à les maîtriser. Et le pompier, ce qu'on leur demande, c'est de réfléchir, d'analyser, dire qu'est-ce que j'ai au-dessus de ma tête, qu'est-ce qui se passe. Et par rapport à ça, à ce qu'ils recueillent comme information, est-ce que les fumées sont chaudes, elles sont de quelle couleur, est-ce qu'elles sont virulentes. Et par rapport à ça, ils vont engager une action. Alors, elles sont froides, je peux continuer à progresser vers le foyer. Elles sont chaudes, elles ont l'air dangereuses. Je vais faire une action pour pouvoir me mettre en sécurité et continuer à progresser en toute sécurité. Le centre de secours de Carpentras a été le premier à s'équiper de ce caisson en 2012. Le niveau de formation très spécifique et nécessaire aux formateurs fait que le SDIS 84 reste une référence en la matière. Des pompiers de toute la France viennent ici se former. On saura le 19 novembre quelle sera la ville capitale européenne du sport en 2007. Marseille avait indiqué qu'elle serait candidate. Elle a déposé son dossier aujourd'hui. Sa principale concurrente est la capitale bulgare, Sofia. En sport, second au classement général, l'OM a fait un bond hier soir en battant à Évian la lanterne rouge de Ligue 1, 3-1, dont l'un des plus rapidement marqués du championnat. Il a suffi de 20 secondes pour qu'André Pierre Gignac ouvre le score. Nous fêterons bientôt les 60 ans de la télévision. Les premières actualités télévisées datent de 1954 et donc toute cette semaine, vous verrez ces 6 décennies d'information. Nous allons commencer tout de suite avec les plus anciennes, les années 50. Jean-Louis Boudard. Calypso, c'est le nom d'une nymphe de la mythologie grecque que choisit le commandant Cousteau pour baptiser son navire d'exploration océanographique. Après avoir quitté la Marine nationale en 1950, Jacques-Yves Cousteau se lance dans une grande campagne de fouilles archéologiques sous-marines en Méditerranée. En 1952, au sud de Marseille, dans l'archipel de Riou, les plongeurs de la Calypso découvrent un chargement d'amphores grecs. Il provient de 2 épaves qui avaient sombré au pied des tombants du Grand Conglué. Cette opération fut la première fouille archéologique sous-marine. C'est l'un des plus incroyables faits divers de l'après-guerre. Dans la nuit du 4 au 5 août 1952, 3 citoyens britanniques, un couple et leur fille de 10 ans, sont assassinés près de leur voiture sur la commune de Lurs, dans les Basses-Alpes. Non loin des lieux du crime se trouve la ferme d'une famille d'agriculteurs, les Dominici. Ils seront interrogés sans relâche pendant 15 mois. En novembre 1953, coup de théâtre, accusé par ses 2 fils, le patriarche Gaston Dominici s'effondre. Il avoue être l'auteur du triple meurtre. Il se rétractera par la suite, mais en vain. Gaston Dominici est condamné à mort et sera finalement gracié en 1960. Aujourd'hui encore, le crime de Lurs reste une énigme. Commencée en 1946, la guerre d'Indochine se termine 7 ans plus tard, en juillet 1954. En lutte contre le Viet Minh, un mouvement indépendantiste d'obédience communiste, la France est défaite à Dien Bien Phu et se voit contrainte de quitter l'Indochine. Le bilan est lourd, 47 000 tués, 72 000 blessés. En mai 1954, un navire-hôpital entre dans le port de Marseille. À son bord, des blessés portés sur des brancards par des marins américains. Leur retour se fait sous les huées et les crachats des dockers de la CGT. Mais les images ne le montrent pas. Cette année-là, des cercueils de soldats morts pour la France ont été jetés dans le port de Marseille. Février 1956, une vague de froid exceptionnelle paralyse la France tout entière.
La Côte d'Azur, réputée pour la douceur de son climat, n'échappe pas à ce phénomène météorologique. À Antibes, la couche de neige fait plus de 30 cm, détruisant toutes les serres. Au total, cette vague de froid fera 1 millier de victimes en Europe et 150 en France. C'est le mariage du siècle. Le 19 avril 1956, l'union du prince régnier de Monaco et de Grace Kelly est suivie par 30 millions de téléspectateurs. Dans la cathédrale de la principauté, tous les regards sont braqués sur l'alliance du glamour hollywoodien et de la tradition princière. Depuis des mois, des deux côtés de l'Atlantique, il faut dire qu'on se passionne pour cette idylle entre cette comédienne américaine de 26 ans et le prince régnier III de Monaco, le plus petit État du monde, après le Vatican. Le 2 décembre 1959, dans le Var, sur la commune de Fréjus, le barrage de Malpasset se fissure après un épisode de pluie diluvienne. L'ouvrage finit par se rompre, libérant 50 millions de mètres cubes d'eau. Une vague de 50 mètres de haut déferle dans la plaine côtière de l'Argent et dans les quartiers ouest de Fréjus. L'eau n'a mis que 20 minutes pour arriver, ne laissant aucune possibilité de fuite aux habitants. La rupture du barrage de Malpasset fait 423 victimes et des dégâts matériels considérables. À suivre demain les années 60 et pour l'actualité de 2014, dans un instant, vous retrouvez les journaux locaux de Marseille et Toulon. À Marseille, les fouilles programmées au Château d'If avant les travaux. Il resterait peut-être des secrets du néolithique. Et puis dans le journal Toulon-Var, la présentation de Citex et la nouvelle école d'ingénieurs dédiée à la mer. Sur la page internet de France 3 Provence-Alpes, vous retrouvez bien sûr nos informations et aussi ce dossier révélé par Mediapart concernant un détournement de fonds au Sénat. Bonne soirée à tous.